cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences que nous avons initiées ici à l'institution. Et la dernière conférence qu'on avait organisée, c'était sur la problématique de l'adoption internationale en Haïti, percées et défis. Alors l'idée, c'est que je ne voulais pas que les connaissances qui sont transmises à travers les cours soient restées seulement à mes étudiants, mais surtout de permettre à d'autres publics et aussi de contribuer à une certaine diffusion de cette discipline en Haïti. Alors, rapidement, je vais essayer de dire quelques mots de présentation sur notre invité. Et Monsieur Smith-Florent est originaire de Wanapec. Alors rapidement, vous comprendrez sa sensibilité pour des questions de frontières, pour des questions de cours d'eau, pour des questions géopolitiques, parce que c'est quelqu'un qui habite les frontières. Comme parcours, il a effectué un double diplôme de Master 2. Son premier master, il l'a fait à l'Université Limoges, en droit public comparé et international. Et son deuxième master, c'est en droit international et européen et de l'homme. Et actuellement, il est en passe de terminer une thèse de doctorat à l'Université Laval, au Canada. Alors, et un petit mot, quelques mots aussi sur son parcours professionnel. Il est actuellement conseiller spécial du ministre de la Planification et de la Coopération externe. Et entre-temps, il a pu travailler aussi comme expert en droits de l'homme pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et aussi, parce qu'il a un peu de temps et aussi il aime l'enseignement, il a enseigné pendant un certain temps dans certaines universités publiques régionales. Et actuellement, de façon ponctuelle, il donne des cours de droit international de l'environnement à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Donc, M. Florent, c'est un véritable plaisir de vous accueillir ici au CEDI à l'occasion de la parution de notre dernier texte qui encore aborde des questions frontalières et dans le cadre de ce travail, il vise particulièrement la gestion frontalière des cours d'eau de la République dominicaine et la République d'Haïti. Et déjà, je me suis dit pourquoi dans ce ouvrage, vous avez mis en avant la République dominicaine au lieu de la République d'Haïti et la République dominicaine. Donc c'est peut-être dans le cadre de sa présentation qu'il aura le temps de nous faire part de sa position. Est-ce que c'est une position stratégique ou est-ce que cela a été dicté même par cette étude? Alors, M. Florent, je passe rapidement le micro. Vous avez peut-être, disons, j'ai envie de dire 20 minutes, mais je sais qu'il est abondant, donc D'accord, allez, merci. D'accord. Je suis vraiment heureux de l'accueil que vous m'aviez fait. Je vous dis merci pour l'invitation. Je veux saluer toute l'assistance. Merci d'être présent. Merci d'être venu assister à cette conférence débat sur la gestion des cours d'eau transfrontaliers d'Haïti et de la République dominicaine. Vous allez me permettre de saluer quelques amis qui sont là avec moi. Je vais parler d'Idriss, qui est un artiste haïtien très connu, de son épouse, et aussi de Smith, qui est là avec moi, de Mélec, le diplomate. Merci d'être présent ce matin au CEDI. Nous allons essayer de parler de l'ouvrage « La gestion durable des cours d'eau transfrontaliers de la République dominicaine et d'Haïti, problématiques, constats et perspectives ». Je vais d'emblée vous mettre dans la problématique, dans ce que j'ai voulu faire comme recherche, dans ce que réellement je voulais trouver sur la gestion des cours d'eau transfrontaliers d'Haïti et de la République dominicaine. Il est assez facile pour moi de vous mettre déjà dans cette idée que j'avais. Est-ce que la gestion des cours d'eau transfrontaliers d'Haïti et de la République dominicaine est une gestion durable? Est-ce que c'est une gestion équitable? Est-ce que l'utilisation qui se fait par les deux États est une utilisation souveraine ou une utilisation solidaire? Et je dis que mon ouvrage, qui est apparu en 2014,
a aujourd'hui une grande pertinence. J'en veux pour preuve cet article du professeur Jean-André Victor. Je dis que même plus qu'un article, c'est surtout un appel. Le professeur Jean-André Victor pose ce problème qu'il y a des travaux que la République dominicaine veut faire sur le fleuve Artibonite, qui est une ressource partagée entre deux États, l'État d'Haïti et l'État dominicain. Et voilà que les Dominicains ont décidé unilatéralement de faire un ouvrage d'importance sur ce cours d'eau, le fleuve Artibonite. Et cet ouvrage, un barrage, va dramatiquement baisser le débit du fleuve Artibonite, ce qui aura des conséquences terribles pour Haïti, non seulement pour la production d'électricité, mais surtout pour l'agriculture, parce que nous dépendons beaucoup des canaux d'irrigation placés sur le fleuve Artibonite, surtout pour la production du riz. En fait, c'est une menace terrible pour l'État haïtien. Mais moi, j'avais déjà posé ce problème, je me suis intéressé à cette problématique et je me suis dit, est-ce qu'il y a une gestion solidaire, une gestion partagée, une utilisation durable des cours d'eau transfrontaliers d'Haïti et de la République dominicaine? Et dès l'abord, j'ai posé ce principe qu'on retrouve dans une résolution des Nations Unies, la résolution 3281, qui dit « Dans l'exploitation des ressources naturelles communes à deux ou plusieurs pays, chaque État doit coopérer sur la base de systèmes d'information et de consultation préalables afin d'assurer l'exploitation optimale de ces ressources sans porter préjudice aux intérêts légitimes des autres États. » Je pose ce principe que nous allons reprendre, que nous allons revoir dans une convention internationale qu'est la Convention de New York de 1997 sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation. C'est-à-dire, ma question est celle-ci: comment se fait la gestion des cours d'eau transfrontaliers d'Haïti et de la République dominicaine? En ce sens, je veux premièrement vous parler d'une chose importante. Quelles sont les grandes théories de gestion des cours d'eau transfrontaliers? Il y a premièrement les théories de souveraineté exclusive. Dans ces théories, les États veulent dire que si la ressource se trouve sur mon territoire, je peux en faire ce que je veux. Parlons de cours d'eau transfrontalier. C'est un cours d'eau qui prend naissance en amont dans un État et qui va continuer sa course en aval dans un autre État. Et la plupart du temps, ces cours d'eau vont tracer un peu la frontière entre les deux États sur un certain parcours, sur un certain nombre de kilomètres. Mais il y a un problème qui se pose. Dans cette théorie exclusiviste où l'État se dit « j'ai la souveraineté exclusive sur mon territoire », cet État peut utiliser la ressource commune. Et là, nous parlons de la ressource en eau commune, comme il l'entend, comme il le veut. Et s'il va le faire comme il l'entend, comme il le veut, il peut faire des prélèvements terribles. Il peut réduire le débit du cours d'eau,
Et ce qui est encore plus grave, il peut le polluer, déverser toutes sortes de déchets, mais l'état qui se trouve en aval, l'état du cours d'eau qui se trouve en aval, cet état n'aura rien à dire. Et l'état en aval aussi. Est-ce que vous savez que dans cette théorie exclusiviste, où on parle de la souveraineté exclusive de l'État, il y a des états de cours d'eau en aval qui disent que la priorité et la première priorité doit être pour l'État en aval. Et que l'État en amont ne doit pas toucher à la ressource. Parce que la ressource est surtout pour l'État qui va la recevoir. C'est comme si en amont, il ne s'agit que de passage et en aval, c'est là vraiment qu'on va recevoir l'eau. Il y a encore une autre théorie qui veut aller plus loin. Il y a des États qui vous disent, s'il y a une ressource en eau partagée, c'est le premier État qui l'utilisait qui en a la priorité absolue. Ça s'est posé pour le Nil. L'Égypte a dit, depuis les temps immémoriaux, c'est l'Égypte qui utilise le Nil. Et que le Nil, c'est même un patrimoine historique. C'est même plus un patrimoine culturel et naturel, non. C'est un patrimoine culturel, historique pour l'Égypte. Et que l'Égypte doit avoir la prééminence dans l'utilisation du fleuve. Mais on se rend compte que cette théorie nationaliste, cette théorie de souveraineté exclusive, ce sont des théories qui ne vont pas vraiment aider un État ou aider les États à résoudre de manière pacifique leurs différends en matière d'eau. Parce qu'aujourd'hui, l'eau commence à devenir une ressource rare dans presque tous les pays du monde. Et il y a une grande théorie qui va remplacer cette théorie de la gestion exclusive. C'est cette théorie appelée la théorie de la solidarité interétatique. Aujourd'hui, si on veut parler des ressources en eau partagées, il faut voir surtout le souverainisme hydrique limité. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut être souverain sur son territoire, mais en matière de gestion des cours d'eau transfrontaliers, en matière de gestion pas seulement des cours d'eau, mais de toutes les ressources en eau partagées. Ce peut être un lac, c'est peut-être la nappe phréatique souterraine, mais la souveraineté désormais, ce n'est pas une souveraineté illimitée, ce n'est pas une souveraineté absolue, c'est devenu une souveraineté limitée. Et vous allez voir que pour aboutir à cela, il y a la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997 qui pose des principes pour l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers. Vous vous rendez compte que je ne parle pas encore d'Haïti, je ne parle pas encore de la République dominicaine. Je suis en train de vous poser les grands principes et les grandes théories. Et après, ensemble, nous allons voir si ces grands principes, si ces grandes théories sont respectées. Pour dire aujourd'hui en Haïti, par rapport à la gestion que nous faisons des cours d'eau transfrontaliers, et je vais vous montrer leur importance pour nous, pour notre pays, est-ce que cette gestion se fait dans un cadre de souveraineté exclusive ou bien est-ce que cela se fait dans une sorte de solidarité, dans une sorte de souverainisme limité? Et on accepte cette limitation. L'accord sur ces cours d'eau, la Convention, excusez-moi, de 1997, malheureusement, qui n'est encore ni signée, ni ratifiée par Haïti. Mais cependant, les professeurs de droit qui sont là avec moi vont accepter qu'on peut toujours utiliser les grands principes. On peut toujours utiliser la coutume internationale, même si
l'État haïtien n'a ni signé ni ratifié cette convention et l'État dominicain ne l'a pas fait aussi. Mais vous savez, dans ces cas-là, où il n'y a pas d'accord bilatéral entre les deux États, où ils n'ont pas ratifié une convention internationale, on peut toujours faire appel aux grands principes du droit international, on peut toujours faire appel à la coutume internationale, c'est-à-dire la coutume, une pratique des États, mais une pratique des États qui est reconnue comme étant le droit, c'est-à-dire l'opinion juris. C'est pour cela que même si là où nous sommes, il n'y a pas encore une ratification, mais je vais vous parler de ces grands principes et dire, est-ce que Haïti et la République dominicaine, dans la gestion qu'ils font des cours d'eau transfrontaliers, est-ce que ces principes sont respectés? Premièrement, il faut une utilisation et une participation équitable et raisonnable. C'est-à-dire en toute équité, c'est une ressource naturelle partagée. Si cette ressource est partagée, il y a le premier principe qui est le principe d'équité. Un État n'a pas le droit de jouir de cette ressource plus que l'autre État. Un État, que ce soit l'État dominicain ou l'État haïtien, ne peut pas, je dirais, faire des travaux, faire des prélèvements extrêmes sur le cours d'eau au détriment de notre État, au détriment de l'autre pays. D'ailleurs, je dois vous le dire, immédiatement que vous partagez au cours d'eau transfrontalier, on vous appelle en droit international un État du cours d'eau. Nous autres Haïtiens, nous autres Haïti, excusez-moi, l'État haïtien est un État du cours d'eau. Un État du cours d'eau pour le fleuve Artibonite, un État du cours d'eau pour la rivière du Massacre, un État du cours d'eau pour la rivière des Pédernales, c'est-à-dire pour tous les cours d'eau transfrontaliers. Mais si vous êtes un État du cours d'eau, vous devez utiliser de manière équitable, de manière raisonnable, et surtout il faut ce qu'on appelle la participation. L'État du cours d'eau, un État du cours d'eau n'a pas le droit d'utiliser comme il le veut la ressource. Il ne peut pas faire ce qu'on appelle des travaux. Il ne peut pas faire des prélèvements extrêmes. Et la convention est claire. Chaque fois que vous devez faire un travail, que ce soit en amont ou que ce soit en aval, il faut notifier de manière formelle à l'autre partie, à l'autre État du cours d'eau pour dire je vais faire tel travail. Et cette partie a le droit de savoir ce que vous faites, comment vous le faites, de faire des audits, de faire une supervision pour savoir que l'utilisation que vous allez en faire, ce n'est pas au détriment de lui, comme État du cours d'eau. Ensuite, il y a aussi ce principe de ne pas causer de dommages significatifs. On va le voir, oui. Il ne s'agit pas seulement, parce que le professeur Jean-André Victor, il a parlé de la République dominicaine qui va faire un grand barrage, un grand travail. Mais nous aussi, comment nous allons utiliser, et comment nous utilisons nous autres Haïtiens, nous autres Haïtiens, excusez-moi, je ne dis même pas nous autres Haïtiens. Je suis en droit international, je parle de l'État haïtien comme État du cours d'eau. Quelle utilisation nous en faisons? Est-ce que nous polluons le cours d'eau transfrontalier? Est-ce que nous faisons tout un travail de sap des écosystèmes aquatiques? Est-ce que nous sommes dans la déforestation, du déboisement? Est-ce que l'utilisation qu'on fait de ce cours d'eau, c'est une utilisation dommageable? Alors qu'en droit international, surtout en droit international de l'environnement, il y a un principe important appelé le principe du no harm. Le principe du no harm, cela veut dire vous utilisez la ressource chez vous, sur votre territoire, mais vous ne devez jamais faire quelque chose qui va porter préjudice à un autre État. Utilisation non dommageable du territoire. Ensuite, il y a une obligation de coopération.
Les États ne doivent jamais penser à faire une utilisation séparée. Il faut la participation, il faut la coopération et il faut des notifications de chaque travail, de chaque ouvrage qui se fait sur le cours d'eau par un état du cours d'eau. Là maintenant, j'ai essayé de poser, je suis obligé d'aller un peu vite, j'ai essayé de poser les bases théoriques de ce travail, les bases théoriques aussi de l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers, parce que l'ancien paradigme de souveraineté absolue a pris fin, est pas désormais dépassé. Il y a un nouveau paradigme où on parle de solidarité, où on parle de coopération, on parle d'utilisation, non pas séparée, mais d'utilisation équitable. Un État du cours d'eau doit savoir désormais qu'il n'a pas une souveraineté absolue sur la ressource, même quand la ressource se trouve sur son territoire. Parce que la ressource ne se trouve pas totalement sur son territoire, la ressource se trouve en partie sur son territoire, à un moment sur son territoire, et la ressource va continuer sur le territoire voisin. Ça, ce sont les grands principes, ça c'est le cadre théorique. Et je le répète avant d'aller plus loin, que même si Haïti n'a pas encore signé, et la République dominicaine aussi, ce traité, mais les grands principes du droit international et la coutume internationale, comment cela se faisait, comment cela se fait, les deux pays sont tenus de les respecter. Nous allons aller rapidement. Vous savez que Haïti et la République dominicaine, pour Haïti et la République dominicaine, ce sont des pays qui ont de graves problèmes de l'eau. Je vais citer pour vous. La République dominicaine a des problèmes de déforestation comme nous et des problèmes de sécheresse comme nous. La sécheresse, à certaines époques de l'année, affecte 70% du territoire dominicain. Comment les Dominicains font aussi? Problème de l'eau. C'est un pays qui est plus industrialisé qu'Haïti. Ce pays déverse dans ses rivières et dans ses lacs de grandes quantités de déchets. On a donné un exemple. Le fleuve Ozama, Isabella, ces fleuves-là, le Jaque del Norte, toutes les industries qui se trouvent sur le rivage, ils jettent leurs déchets. Les eaux usées des grandes villes sont déversées directement dans les fleuves en République dominicaine. Ils ont un problème de l'eau. Et vous savez, seulement 4% de toutes les eaux sont traitées réellement en République dominicaine. Mais la situation est plus grave en Haïti. Parce que, selon les Nations Unies, Haïti est l'un des 9 pays du monde qui sera en situation de stress hydrique en 2025. Nous allons manquer d'eau. Le grave problème, c'est que vous allez me dire, nous sommes en Haïti, un pays tropical. On voit l'eau partout. Écoutez-moi, mais quelle est la qualité de cette eau? C'est une eau qui est polluée. Vous vous rendez compte? L'eau qui est dans les robinets en Haïti, on ne peut pas la boire. Même les sources sont polluées. Il n'y a pas vraiment une politique de protection de l'eau en Haïti. Est-ce que vous savez que on commence même à craindre pour que la pollution ne touche pas la nappe phréatique? Il se dit que Haïti, d'ici 2025, sera, c'est-à-dire dès demain, sera en situation de stress hydrique. Il y a un grand besoin en eau. Il y a beaucoup de pollution. Et ce qui est encore plus grave, c'est que Haïti, nous gérons tellement mal l'eau qu'il y a des eaux stagnantes. Et ces eaux stagnantes-là causent beaucoup de maladies tropicales. Le malaria. L'eau en Haïti est contaminée par les matières fécales.
Peut-être que vous vivez à Port-au-Prince, mais savez-vous que dans la province, on peut avoir un puits ici et à côté, on a des latrines. C'est une grave problématique. Et cette matière fécale, on a peur d'infiltration jusque dans la nappe phréatique. Sans compter qu'à cause même des changements climatiques, il y a la salinisation des sols, surtout sur le littoral. Et cette salinisation des sols va provoquer une salinisation de la nappe phréatique, qui sera à ce moment-là inutilisable. C'est-à-dire, les ressources en eau en Haïti sont vraiment menacées. Mais si ces ressources sont menacées, on devrait compter quand même sur les cours d'eau transfrontaliers, des lacs, des rivières, des eaux souterraines. Et il y a beaucoup de cours d'eau transfrontaliers. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner une liste. Les cours d'eau transfrontaliers sont parmi les cours d'eau les plus importants pour Haïti. Mais ce n'est pas la même chose pour la République dominicaine. Ce sont des cours d'eau importants pour la République dominicaine, mais en République dominicaine, il y a des cours d'eau encore plus importants. Mais pour nous, parmi ces cours d'eau-là, remarquez, il y a le fleuve Artibonite, il y a la rivière Massacre, il y a la rivière Pédernale, qui sont trois grands cours d'eau extrêmement importants pour notre pays. Peut-on parler d'agriculture sans le fleuve Artibonite? Peut-on parler de production agricole? Peut-on parler de changement? Peut-on parler de progrès dans le secteur sans le fleuve Artibonite? Là, je ne vais pas vraiment faire toute la liste pour vous, ça a pris naissance. C'est justement pour vous dire que les cours d'eau transfrontaliers d'Haïti et de la République dominicaine, malheureusement pour nous, prennent naissance en République dominicaine. Alors nous avons deux états du cours d'eau, l'état haïtien et l'état dominicain, mais il y a un état du cours d'eau en amont, il y a un état du cours d'eau en aval. L'état du cours d'eau en amont, c'est la République dominicaine. C'est comme ça. Mais comment se fait l'utilisation? Parce que je veux y aller vite, mais bien. C'est pas vrai, professeur. Je suis encore dans les délais. D'accord. Tous les travaux scientifiques qui ont été faits, excusez-moi, montrent qu'il y a une utilisation non équitable de ces cours d'eau transfrontaliers. J'ai essayé de vous montrer le cadre théorique, le cadre scientifique. On a essayé de voir certains concepts, comment cela devrait se faire, mais comment est-ce que cela se fait? Le fleuve Artibonite est mis en contribution par les deux administrations. Mais cependant, on se rend compte d'une chose, que pour tous les fleuves, les rivières, les cours d'eau transfrontaliers, il y a une utilisation excessive de la part de la République dominicaine. Il y a des études de l'INESA, il y a des études du professeur Carmel André Béliard, qui est actuellement ministre de l'Agriculture. Il y a des études de Jean-Max Dimitri Norris et aussi des études de Jean-André Victor qui montrent que si ces cours d'eau sont importants et pour Haïti et pour la République dominicaine, mais l'État qui bénéficie, l'État qui fait comme il veut, comme il l'entend, l'État qui fait des prélèvements sans même avertir l'autre, c'est l'État dominicain. Pourquoi? L'État dominicain, techniquement et économiquement, est supérieur. Je ne parle pas de supériorité des peuples, je parle du niveau technologique et du niveau économique. L'État dominicain a les moyens d'exploiter, comme il entend, les cours d'eau transfrontaliers. Alors qu'Haïti a besoin de ces cours d'eau-là. En Haïti, on a besoin de ces cours d'eau pour l'électricité. 31% de l'énergie électrique produite par Haïti en 2000 était fournie
par la centrale hydroélectrique de Pélig. La nappe phréatique, c'est un cours d'eau, est utilisé aussi en Haïti pour la boisson. Mais il y a un problème. En Haïti, cette nappe phréatique, combien de systèmes d'adduction d'eau potable qu'on a sur la frontière? Moi, je dois vous le dire, je suis de Ouanaminthe. C'est avec la bidouille, il y a de cela 3 ans qu'on a commencé à avoir un vrai système. Alors que lorsqu'on regarde de l'autre côté, à Dahabon, il y a une nappe phréatique commune. Cette nappe est surexploitée par les Dominicains. Alors qu'ils ne devaient pas faire d'ouvrage sans nous, comme nous aussi, je dois le dire, on ne devrait faire aucun ouvrage, même sur la nappe phréatique, parce que la nappe phréatique qui est sur la frontière, c'est une ressource en eau partagée. J'ai dit, l'État techniquement et économiquement supérieur, en l'occurrence la République dominicaine, impose sa volonté, agit à sa guise sur les parties situées sur son territoire. Il utilise les ressources en amont sans contrôle ni partage. Il pollue, surexploite, sans respecter ses principes. C'est une gestion qui est totalement anachronique. Il y a le professeur Harold Dia Alfonso de la faculté latino-américaine des sciences sociales qui a fait un travail spécifiquement sur la rivière du Massacre, mais qui a dit ça vraiment, c'est plus qu'un crime, c'est un scandale, parce que le débit de la rivière du Massacre est dramatiquement réduit au niveau haïtien. Il y a tellement d'ouvrages, tellement de barrages, tellement de prélèvements que le partage n'est plus un partage équitable. Parce que tout le débit, toute l'eau a été prélevée en amont par les Dominicains. Et ce qui est grave, c'est qu'en Haïti, on ne fait rien. Même si je dois vous dire aussi que nous ne faisons pas une utilisation sereine, normale, en vertu des grands principes du droit international aussi. Parce que Haïti a une très mauvaise gestion de l'environnement du littoral. Nous polluons. Il y a beaucoup de dégradation des systèmes aquatiques. Regardez ce qui se fait en Haïti, de la matière plastique dans les rivières, du déboisement. Et maintenant, on va avoir beaucoup de sédiments dans le lit de ces rivières-là. Il y a beaucoup de risques d'inondation, mais d'inondation pas seulement du côté haïtien, mais du côté aussi dominicain, par notre propre faute. Il faut le dire. Est-ce que vous savez que le problème qui se pose là actuellement dans le fleuve Artibonite, c'est que l'État haïtien veut surélever un peu le barrage, parce qu'à cause du déboisement, lorsqu'il y a l'érosion, tous ces sédiments vont s'accumuler dans le lit du fleuve Artibonite, surtout au niveau du barrage. Le barrage ne peut plus produire. On a 2 choix en Haïti. C'est ou bien draguer le fleuve Artibonite pour enlever les sédiments, mais toutes les études scientifiques disent pour enlever tous ces sédiments qui sont la cause de notre mauvaise utilisation de ce cours d'eau, ça va coûter des dizaines ou même des centaines de millions de dollars américains. Ce qu'il fallait faire surtout, c'est maintenant faire un autre travail pour monter un peu le barrage. Les Dominicains disent non. Pourquoi est-ce qu'ils disent non? Parce qu'il y a désormais, il va y avoir des risques d'inondation si on fait un autre travail sur le barrage. Ils disent non. Et c'est leur droit de dire non. Mais pendant qu'ils disent non, ils annoncent eux-mêmes un barrage sur le fleuve Artibonite. Et je ne sais pas, à ma connaissance jusqu'à présent, si l'État ici a dit attention, avant de commencer le barrage, il faut nous notifier parce que nous aussi on a le droit de dire non. Parce que moi, en tant que scientifique, je ne dois pas être là pour parler seulement des problèmes causés par la République dominicaine.
Il faut dire que là, avec le fleuve Artibonite, regardez tous ces dépôts de sédiments qu'il y a dans le fleuve par notre mauvaise utilisation. Et là, je ne parle pas des Haïtiens, je parle d'Haïti. Ne l'oubliez pas, nous sommes un droit. C'est l'État haïtien qui devait veiller à protéger les berges du fleuve Artibonite, les berges de la rivière Massacre, et on ne l'a pas fait. Chers amis, c'est grave. Ce qui se fait là, en fait de gestion séparée. Vous savez ce qu'a dit Aedia pour Dahabong et pour Wanamet. La nappe phréatique permet à Dahabong de donner de l'eau, de la bonne eau, à 90% des gens qui vivent dans cette commune. C'est une ville frontalière en face de Wanamet. Alors que Wanamet, il n'y avait que 4% à l'époque. Un petit aqueduc, bon, il n'a pas donné de chiffres. Il a dit Wanamet ne disposait que de petits aqueducs qui n'est même pas capable de subvenir aux besoins de la plus infime partie de sa population. Mais maintenant, je veux dire qu'Haïti se trouve dans une situation dramatique. On a besoin de l'eau pour irriguer les terres. Voilà que les Dominicains font de grands travaux. Nous n'avons pas cette eau. Actuellement, l'USAID veut faire un grand projet d'irrigation dans la plaine de Maribarou. J'ai parlé à une ONG clé qui commence à faire des études sur cela. Et le directeur de clé m'a dit, les experts américains sont venus, ils ont dit, nous ne pouvons pas utiliser le Massacre, qui est l'une des grandes rivières d'Haïti, l'un des grands cours d'eau, parce que le débit est désormais insuffisant. C'est grave. On va utiliser d'autres cours d'eau, comme la rivière de la Matrie. On va utiliser la rivière du Marion. On va utiliser la rivière de Djassa. Sûrement vous avez entendu parler le président de la République, M. Moïse, lorsqu'il dit qu'il y a un grand travail que l'État ici va faire sur le Marion. Alors que ce qui est dur, c'est que normalement le débit du Massacre devait être supérieur à celui du Marion. Mais il y a une utilisation tellement inéquitable, il y a des prélèvements tellement forts que la rivière du Massacre est réduite à sa plus simple expression. Et voilà qu'on ne peut pas l'utiliser. Et on a besoin d'arroser nos terres. C'est grave. Pour terminer, pas pour terminer, mais ensuite pour continuer et aller vers la fin, c'est dire que c'est terrible ce qui se passe. Nous avons un État qui se laisse faire. 5 minutes, oui. Nous avons un État qui se laisse faire. Et même si l'État ici et l'État dominicain n'ont pas signé cette convention, la convention de 1997, j'avais déjà dit qu'il se devait de respecter la coutume internationale et les grands principes du droit international. Mais quand même, il y a eu des accords entre Haïti et la République dominicaine. Des accords qui ont parlé, même si ce n'est pas de manière détaillée, mais en gros, de la gestion des cours d'eau transfrontaliers d'Haïti et de la République dominicaine. En 1929, Haïti a signé l'accord de délimitation de la frontière avec la République dominicaine. Il y a eu le protocole de 1937 et l'accord d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage de 1935. Parce que ce qui est encore plus dur, en tant que juriste ou en tant qu'étudiant en relations internationales, Haïti et la République dominicaine ont une particularité. Ce sont deux pays qui partagent une même île. Et lorsqu'on regarde les accords bilatéraux entre d'autres pays ayant des frontières, eh bien, il faut dire que c'est Haïti et la République dominicaine qui ont le moins d'accords. C'est comme si on ne fait que se regarder, il y a peu de dispositions, peu d'accords bilatéraux entre Haïti et la République dominicaine. Malgré tout,
Le protocole de 1936 fait état du partage des eaux de deux cours d'eau, l'Artibonite et le Liban. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Et l'article 6 du protocole dit ceci. Il est reconnu la parfaite égalité des droits des deux États sur ces rivières. La République dominicaine et Haïti ont reconnu dans un accord international qui n'a pas été dénoncé par aucun de ces États. Cela veut dire un accord qui est toujours en vigueur, qu'il y a, je le dis, parfaite égalité de droits des deux États sur les deux rivières. Mais cependant, alors que ça a été dit, il fallait un accord en profondeur pour essayer de dire comment on va faire cette utilisation. Le président Magloire et son homologue dominicain, ils ont formé dans les années 50 une commission, c'était la commission mixte haïtiano-dominicaine. Comprenez-moi bien, lorsqu'on parle de commission mixte, la commission mixte n'est pas vraiment sous Préval. Il y a une première commission mixte entre les deux pays, entre les deux États, et cette commission mixte était spécifiquement sur la gestion et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers, parce que les deux États ont dit que désormais, il y a une égalité parfaite des deux États sur les eaux de ces rivières. Le professeur Leslie Malinga, en tant qu'historien, était membre de cette commission. Il y avait des agronomes, il y avait des juristes, il y avait des techniciens, des environnementalistes, c'est-à-dire des deux États. Mais c'est ce qui est grave en Haïti. Paul-Eugène Magloire est tombé et la commission a totalement disparu. Les Dominicains n'avaient aucun intérêt. Ils sont l'état du cours d'eau qui se trouve en amont. C'est nous qui avons un intérêt à dire aux Dominicains, il faut continuer les travaux. Alors je vous dis, chers amis, à ce jour, à part cet accord, il n'y a aucun autre instrument juridique contraignant d'utilisation des cours d'eau transfrontaliers entre Haïti et la République dominicaine. Nous avons seulement cet acquis qu'il a été reconnu, je veux citer, la parfaite égalité des droits des deux États. Alors voilà où nous en sommes. C'est que nous sommes dans une situation où cette gestion séparée, cette gestion anachronique, et je dirais même cette gestion qui s'appuie sur une théorie, sur des théories dépassées de souveraineté absolue. Parce que la République dominicaine fait comme si elle avait une souveraineté absolue sur la ressource qui se trouve sur son territoire. Et nous faisons la même chose, nous polluons. Le plastique qui se trouve dans les rivières haïtiennes va se retrouver dans la mer. Tout ce plastique qu'il y a aussi après, je dirais, les crues, dans les canaux qui s'en vont dans la mer. Et là maintenant, il y a beaucoup de plaintes contre Haïti. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les Dominicains, ils sont très intelligents. Voilà que nous voulons faire un travail sur le fleuve Artibonite, nous n'avons pas assez d'argent pour draguer. Et même si nous draguons le fleuve, s'il n'y a pas une reforestation, ça va être la même chose. Ils disent non. Il y a un État qui défend ses intérêts. Mais nous, depuis après cette commission, qu'est-ce que nous avions fait? Alors que nous avons ce droit de demander à la République dominicaine de nous asseoir en vertu du protocole de 1936 sur un accord général d'utilisation et de gestion partagée et équitable des cours d'eau transfrontaliers. Rien. Est-ce que nous aurons le courage de ressusciter cette commission? Est-ce que nous aurons le courage peut-être, non pas de ressusciter cette commission, mais d'utiliser la nouvelle commission binationale pour inclure la gestion des cours d'eau de l'agenda des deux États? Et est-ce que nous avons le courage aussi de dénoncer et de porter toute utilisation dommageable, toute utilisation non équitable
devant un tribunal d'arbitrage, comme il est dit dans cette convention. On peut l'utiliser. Et ce qui est grave, je dois vous le dire, mais Haïti a un intérêt à signer. Bon, maintenant, on ne peut plus parler de signature, à adhérer. On peut lancer un processus d'adhésion à cette convention. Pourquoi est-ce que Haïti ne le fait pas? Parce que c'est de ses intérêts. C'est ce que j'ai voulu dire dans cet ouvrage. Parce que nous autres scientifiques, lorsque nous faisons une recherche, ce n'est pas pour le plaisir d'écrire, mais c'est pour c'est pour proposer des pistes de solutions rationnelles à une problématique sociétale majeure. Et là, je vais vous laisser avec vos réflexions. Le professeur Jean-André Victor parle de guerre de l'eau. Mais moi, je ne dis qu'il n'y a pas encore la guerre de l'eau. Mais je me dis que cette guerre frappe à nos portes. Je dis que nous autres en Haïti, nous devons prendre des dispositions pour que nos droits en tant qu'État du cours d'eau soient respectés, garantis et pour exiger une utilisation durable, raisonnable, équitable de la participation et la coopération avec l'autre État du cours d'eau, la République dominicaine. J'ai dit, je vous remercie. J'aurais aimé demander, dans l'accord que vous avez soulevé entre Haïti et la République dominicaine sur le président Magloire, est-ce qu'il n'y avait pas eu un mode de résolution des différents organes internationaux saisis pour résoudre cette situation? Et vu que l'eau, particulièrement, c'est devenu un enjeu géopolitique majeur, nous pouvons citer la situation d'Israël et la Palestine. L'Afrique de l'Ouest aussi. Voilà, l'une des causes importantes de cette situation que nous connaissons actuellement en Israël. Donc, est-ce que le droit international coutumier également, que vous avez cité, bien soutenu par la Convention de Vienne sur le droit des traités, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de résoudre juridiquement, je parle de la justiciabilité de cette question? Merci. Peut-être on va essayer rapidement deux autres questions et comme ça. Bonsoir, et je félicite le conférencier et pour ce plaidoyer pour la gestion des cours d'eau transfrontaliers, la gestion durable des cours d'eau transfrontaliers entre Haïti et la République dominicaine. Par rapport aux théories que vous avez abordées dans le cadre de ce travail de recherche, en fait, laquelle constitue pour vous une théorie de référence? Cela veut dire une théorie de prédilection par rapport à cette problématique. En fait, je suis intéressé par la thématique non seulement par ma formation académique, je suis politologue, ensuite par ma formation professionnelle. Il fut que je travaille au sein de la sous-commission questions frontalières et migratoires de la commission multilatérale haïtiano-dominicaine. En fait, et comme Haïti et la République dominicaine n'ont pas signé la convention de 1997, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de votre travail? Est-ce que ces deux pays devront signer et ratifier cette convention, ou du moins ils devront signer et ratifier un accord bilatéral spécifique sur l'environnement? Parce que les problèmes sont vraiment complexes. Je tiens à vous dire bonjour. Et je suis Joseph Santini, étudiant en relations internationales à Catholique. La question que j'aimerais vous poser est sur l'article 10 de la Convention du 21 mai 1977, ou bien 97, je ne sais pas plus. Et l'article dit, en l'absence de signature de l'accord et de coutume, les deux parties n'ont pas vraiment priorité sur l'utilisation des cours d'eau internationaux. Mais naturellement, qu'est-ce que nous autres en Haïti, que doit-on faire vraiment pour résoudre ce problème? Puisque c'est un problème transnational
qui est devenu un problème international. Devons-nous pas vraiment plaindre à nos parlementaires pour la ratification de ce traité? Merci. C'est de vous insister sur l'idée qu'il faut un traité international sur une problématique pareille. Mais on sait que le droit international n'est pas seulement composé de traité international, parce que les sources du droit international sont des sources multiples. Il y a la culture internationale, il y a aussi la jurisprudence qui est produite par les juridictions internationales. Et tout là étant, est-ce qu'il n'y a pas déjà une assise pour engager certaines discussions, pour forcer l'autre à respecter ses responsabilités? Parce que le droit international n'est pas seulement fait de traité, il y a aussi la culture. Le fait que le non-recours à la force, ça c'est un principe coutumier. Est-ce que déjà on n'a pas mis certaines assises dans le domaine coutumier ou sinon à travers la jurisprudence des juridictions internationales pour engager certaines discussions? Non, mais là, je suis totalement d'accord avec toi parce que je suis dans la même ligne. Avant même un accord de Koudo, Haïti a les points. Haïti peut évoquer la coutume internationale. J'ai parlé des deux grands éléments qui forment la coutume internationale. Une pratique répétée des États. On n'a pas besoin d'avoir un exemple. C'est-à-dire voilà comment les États font. On peut se référer, par exemple, aux accords de Koudo de l'Afrique de l'Ouest. On peut se référer aux accords de Koudo entre la République, entre les États-Unis et le Canada, etc. Mais n'oubliez pas que cette pratique internationale doit être acceptée par tous les États comme étant du droit. C'est l'opinion juriste. C'est la coutume internationale. On peut évoquer la coutume internationale. On peut déjà évoquer, avant même tout accord, Haïti peut déjà écrire à la République dominicaine pour lui dire en tant qu'État du Congo, je vous demande de respecter les grands principes du droit international fluvial, et lacustre. Je vous demande de respecter les grands principes du droit international, tout court du droit international public. Je vous demande de respecter la coutume internationale. Et là, professeur, c'est bien. Mais on se rend compte que cette théorie nationaliste, cette théorie de souveraineté exclusive, ce sont des théories qui ne vont pas vraiment aider un État ou aider les États à résoudre de manière pacifique leurs différends en matière d'eau. Parce qu'aujourd'hui, l'eau commence à devenir une ressource rare dans presque tous les pays du monde. Et il y a une grande théorie qui va remplacer cette théorie de la gestion exclusive. C'est cette théorie appelée la théorie de la solidarité interétatique. Aujourd'hui, si on veut parler des ressources en eau partagées, il faut voir surtout le souverainisme hydrique limité. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut être souverain sur son territoire, mais en matière de gestion des cours d'eau transfrontaliers, en matière de gestion, pas seulement les cours d'eau, mais de toutes les ressources en eau partagées. Ce peut être un lac, ce peut être la nappe phréatique souterraine, mais la souveraineté désormais, ce n'est pas une souveraineté illimitée, ce n'est pas une souveraineté absolue, c'est devenu une souveraineté limitée.